En Chine, la viticulture est vieille de plus de 2000 ans. Et pourtant, on commence à peine à comprendre le vin. Les vignobles sont pratiquement partout encore de toutes petites parcelles où les fermiers viennent cultiver la vigne comme ils entretiennent leur jardin. Dans ce pays immense, où la viticulture reste marginale, on a fait appel à des experts occidentaux pour adapter la production aux besoins d'un marché chinois qui émerge et pour satisfaire aux normes internationales en vue de l'exportation. On trouve des vignes dans toute la Chine. Les vignobles les plus connus se situent principalement dans les environs de Pékin, Beijing en chinois, à Yantai, Tsingtao, mais aussi plus à l'ouest, près de Xi'an. Nous sommes à Yantai. Ici, à l'image de la Chine, le domaine Shengyu a basculé en quelques années des méthodes archaïques aux technologies les plus modernes. Ici, il y a 180 cuves. Les plus grandes peuvent contenir 400 tonnes. C'est actuellement le centre de contrôle de fermentation et de conservation des vins le plus moderne en Chine et en Asie. On voit immédiatement la quantité de vin, la température. Le nettoyage est semi-automatique. Il est surveillé par 5 techniciens qui se relèvent 24 heures sur 24. Là, on peut vérifier que les cuves sont vides. Elles attendent les vendanges. Toute la chaîne d'embouteillage est automatisée. Mais on a laissé subsister des espaces d'intervention manuelle pour sauvegarder les emplois. Pour en arriver là, il faut remonter plus d'un siècle en arrière, quand le jeune Cheng Bishi découvre le vin au consulat français de Jakarta. Séduit, il apporte 660 000 cèpes des Amériques et d'Europe, qui vont presque tous dépérir. Obstiné, il fait alors greffer 50 000 plants, et c'est avec les sujets résistants qu'il édifie ce qui deviendra le premier domaine vinicole chinois. En 1894, une cave voûtée est construite selon le modèle européen. Elle contient aujourd'hui plus de 1000 fûts de chêne sur une surface de 2700 mètres carrés. Les années passent. Cheng Bishi laisse la place à toute une lignée qui poursuit l'œuvre de son fondateur. En plus du vin, Shengyu étend progressivement ses activités à toute une gamme qui va de l'eau à l'eau de vie. Pour distiller son eau de vie de vin, appelée brandy, Shengyu est allé chercher la recette à Cognac et a importé l'alambic charentais traditionnel. Berceau de la viticulture moderne en Chine, Shengyu s'apprête à célébrer aujourd'hui un événement majeur, le 110e anniversaire du premier domaine vinicole chinois. Yantai est le berceau de la viticulture chinoise moderne. Le vin de Yantai ne cesse de gagner en popularité depuis sa création en 1892. Et c'est depuis cette époque
qu'existe le vin de Shengyu. Le marché du vin chinois ne cesse de se développer, et notamment celui de Yantai. En 1987, le vin de Yantai, sous la marque Shengyu, a été primé, reconnu et distingué parmi tous les vins en compétition. Dans ce pays de tradition, où l'œnologie est encore jeune, on peut déjà visiter un magnifique musée du vin. Tout va très vite et les Chinois vivent au rythme d'une métamorphose permanente. Réalisé en moins d'1 an, le luxueux musée des traditions de la vigne et du vin de Shengyu est à la fois un lieu d'accueil, de dégustation et d'exposition, mais aussi un centre de conférences. C'est là que le 9 septembre 2002, après plusieurs années de négociations, la Chine a signé un accord en vue de son entrée officielle dans l'Organisation internationale de la vigne et du vin. Le port tranquille de Yantai est à l'image de cette ville moyenne de bord de mer, discrète et nonchalante. Plus au nord, la ville de Tianjin se situe à 120 km de Pékin, en bord de mer. Son nom signifie « l'endroit où le Fils du ciel traversa la rivière ». Comme partout en Chine, pour accueillir plus confortablement sa population, il a fallu construire de grands immeubles. Avec ses 10 millions d'habitants, Tianjin se classe au 15e rang des plus grandes villes du monde, au 3e rang en Chine après Shanghai et Pékin. Ici, le cœur de la ville a su être préservé. Sur l'emplacement de l'ancien quartier historique vieux de 600 ans, le centre culturel et artistique a été recréé, loin des grands buildings et des zones industrielles. C'est dans cette mégapole que Dynasty a choisi de s'implanter. Un groupe qui s'est diversifié et propose aussi bien de l'eau que du vin. Aujourd'hui, le groupe Dynasty représente près de 40% de la production nationale. C'est un tel succès qu'après 20 ans de coopération fructueuse, le contrat entre les deux partenaires chinois et français a été reconduit pour 50 années supplémentaires. C'est un Français de la société Rémy Martin qui m'a appris l'œnologie entre 1993 et 1998. Ce professeur s'appelait Monsieur Louis Hiller. Certains de nos produits sont déjà millésimés. C'est le cas du Dynasty Blanc 1997 et du Dynasty Rouge 1998. Nous utilisons le Chardonnay pour le blanc, le Merlot et le Cabernet Sauvignon pour le rouge. La fermentation se fait cépage par cépage. Nous procédons ensuite à un assemblage des différents cépages pour obtenir la typicité requise. Depuis le début, nous nous inspirons des techniques traditionnelles d'assemblage
des vins français. Depuis quelque temps, influencés par la culture française, les Chinois commencent à apprécier le vin et à le consommer plus ou moins de la même façon que les Français. Je veux dire que, avec les poissons et crustacés, ils choisissent du vin blanc et ils vont boire plutôt du vin rouge avec la viande. Mais la tradition est forte et cela ne les empêche pas de commencer le repas avec des alcools forts comme le brandy. Nous aspirons à améliorer sans cesse nos produits pour satisfaire tous les consommateurs, en Chine bien sûr, mais aussi ailleurs dans le monde. La première récolte de Dynastie remonte à 1980. Les œnologues français qui ont participé au démarrage de l'entreprise avaient élaboré un vin qu'ils trouvaient très correct. Mais le directeur chinois de l'époque le déclare imbuvable. Apercevant un verre de jus de raisin pur, il le goûte et affirme « Voilà, ça, c'est du bon vin ». Quelques années plus tard, le goût des consommateurs chinois s'est affiné et le directeur trouvera son vin beaucoup trop sucré. Aujourd'hui, le vin de Dynastie contient juste quelques grammes de sucre. Durant cette période, la production a été multipliée par 10. Elle est actuellement de 25 millions de bouteilles par an. Bien plus à l'ouest, c'est le bout de la célèbre route de la soie. C'est par là que les premiers raisins sont arrivés, tout près du site historique de Xi'an, où se trouve l'armée de terre. Garde-vous! Demi-tour à gauche! Gauche! Prêt, partez! Comme des petits soldats, partout en Chine, les étudiants en première année d'université vont faire 2 mois d'apprentissage disciplinaire sous le contrôle d'instructeurs militaires. La petite ville de Yanglin est située sur l'ancienne route de la soie. Elle abrite la seule faculté d'œnologie existante en Chine. Ici, on vient de toutes les provinces pour étudier l'œnologie, sous l'œil bienveillant de son fondateur, Li Hua.
J'ai choisi l'œnologie parce que c'est une spécialisation toute nouvelle et que, en Chine, peu de gens la connaissent. Dans mon pays, on ne sait pas bien apprécier le vin de qualité et on n'arrive pas encore à appliquer la réglementation internationale dans ce domaine. Je vais approfondir mes études pour faire plus de recherches et contribuer à développer le marché du vin. En 1981, je voulais sortir de la Chine pour voir ce qu'il y avait ailleurs et je suis tombé sur la France. À Bordeaux, j'ai travaillé à la faculté d'œnologie et à la station de l'INRA, la Grande Ferrade. C'est là qu'est venue l'idée de créer une chaire vitivinicole en Chine. Et c'est la première chaire vitivinicole en Asie aussi. Petit à petit, on a pu former des élèves. On a eu une influence de plus en plus importante et aussi une demande de plus en plus importante. C'est à ce moment-là qu'on a décidé de créer une faculté d'œnologie. C'était en 1994. Plus de 400 élèves sont sortis de la faculté d'œnologie de Yanglin, avec un diplôme de Bac+4 ou un doctorat. Tout petit, j'ai eu la chance d'apprendre que le vin français est une boisson différente de toutes les autres boissons. Ça m'a beaucoup étonné, et puis ça m'a fasciné. C'est comme ça que, sans le connaître, je suis tombé amoureux du vin. C'est la raison pour laquelle je suis là. Maintenant, je termine ma dernière année. Quand j'aurai fini mes études, je voudrais aller en France, le pays du vin, pour apprendre encore plus et revenir ensuite exercer en Chine. L'université d'œnologie comporte également une section de recherche dirigée par Li Hua. On est dans le laboratoire transgénique. Donc, on cherche dans les vignes sauvages chinoises et américaines les gènes de la résistance au mildiou et aux autres maladies de la vigne, pour les transférer sur les variétés nobles. Les Cabernet Sauvignon, les Gamay, les Chardonnay, etc. Ça, ce sont des plantules très résistantes au mildiou. Mais actuellement, on n'a pas encore la permission pour le transgénétique. La Chine a pris pratiquement la même politique que les Européens. C'est bien contrôlé. C'est pour ça qu'on cultive in vitro. On ne peut pas cultiver dans les champs. Ici, c'est un laboratoire de micro-vinification. On compare la qualité et la typicité des vins d'une seule variété, mais de différents clones. Par exemple, pour les variétés françaises, les Cabernet Sauvignon, on cherche les clones les mieux adaptés au climat de notre région.
À l'université de Tsingtao, le professeur Zhu enseigne au Collège des sciences. Il est également docteur en œnologie. Après avoir suivi un cursus complet avec le professeur Li Hua à Yanglin, il souhaite créer à Tsingtao, dans son université, une section d'œnologie. Aujourd'hui, il apprend l'intérêt que son directeur porte à ce projet. Notre but à Tsingtao est de suivre la voie tracée par la première université de Yanglin, c'est-à-dire de sélectionner des professeurs très compétents. Le problème, en fait, est d'arriver à regrouper ici toutes les spécialités, toutes les disciplines relatives à l'œnologie. Il nous faut réunir un encadrement de professeurs de haut niveau qui devront apporter aux élèves un maximum de savoir, pouvant déboucher sur la possibilité d'exploiter leurs connaissances dès la fin de leurs études. J'espère que vous pourrez vous occuper de tout cela. Les origines de la distillation remontent très loin dans le temps. Il y a 23 000 ans, la Chine entre dans l'âge du bronze. Nous sommes sous la première dynastie Xia. Les tombes des notables de la dernière dynastie Xia, 3000 ans plus tard, recelaient parmi les nombreux objets en bronze de la vaisselle à boissons fermentées. Un site de fabrication d'alcool datant de la dynastie Chang, du XVIe au XIe siècle avant Jésus-Christ, a été découvert récemment, prouvant que les boissons fermentées à base de riz et l'usage de céréales comme le sorgho pour la fabrication d'alcool étaient déjà largement connus à cette époque. Les carafes et autres récipients destinés à recevoir les spiritueux deviennent d'importants objets cultuels 10 siècles avant notre ère. Cette vaisselle aux motifs artistiques très élaborés avait toujours sa place au banquet des princes, des rois et des empereurs. Mais déjà on condamne l'excès de boissons tout en parlant de ses vertus. Car on s'intéresse aussi aux propriétés médicales et toniques de l'alcool, et très tôt, des spiritueux à base de plantes médicinales vont apparaître. Ainsi, à travers les âges, la consommation d'alcool entre peu à peu dans la vie quotidienne du peuple. Il y a 2000 ans, Zhang Xian, un haut fonctionnaire de la cour impériale sous la première dynastie Han, fut envoyé en mission chez les Ouïghours, dans la Chine de l'Ouest. Là-bas, il découvrit la vigne et la viticulture qui étaient arrivées par la route de la soie. Les Ouïghours lui firent goûter le raisin et lui offrirent du vin. Fasciné par ces fruits nouveaux et le goût de ce breuvage inconnu, il décida de rapporter des ceps de vigne en Chine du Nord. Et c'est ainsi que le raisin de table et le vin se répandirent progressivement dans toute la Chine. Les progrès techniques vont s'accélérer à partir du IIIe siècle de l'ère chrétienne. Dans toutes les couches sociales, on sait fabriquer des boissons fermentées. Il semble que cette tradition de fabrication d'un alcool à base de céréales soit un trait particulier à la Chine. Récemment, le développement spectaculaire de la Chine a conduit à des changements considérables dans les habitudes de consommation. Dans la civilisation chinoise d'aujourd'hui, les boissons alcoolisées restent un élément important de la culture alimentaire et leur rôle ne doit pas être sous-estimé.
Si les alcools traditionnels continuent d'être en vogue, les vins et spiritueux importés ou fabriqués sur place sont aussi très appréciés. Pour les dîners entre amis, les Chinois disposent maintenant de toute une palette de vins et d'alcools variés pour le plus grand plaisir des amateurs. Les années de disette ont marqué le subconscient des Chinois qui mangent n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand et n'importe comment. Debout dans la rue ou assis sous un toit, l'important, c'est que l'on mange. Marchands ambulants et petits restaurants de rue proposent d'ailleurs une nourriture savoureuse, mais qu'on ne peut pas accompagner de vin. Les Chinois ne mangent donc pas que des mets raffinés, car les plats délicats et recherchés accompagnés de vin sont servis uniquement dans les restaurants prestigieux. Manger est une grande affaire en Chine. Et la question traditionnelle en guise de bonjour est « As-tu bien mangé ?» La tradition culinaire chinoise, considérée comme l'une des plus anciennes et des meilleures du monde, témoigne d'un sens peu commun de la récupération. Rien ne se perd. Et il est plus simple de dresser la liste de ce qu'un Chinois ne mange pas, car tout ou presque du végétal ou de l'animal s'accommode et se mange. Un repas traditionnel comprend souvent 4 plats qui seront servis en même temps. Si des invités s'ajoutent à la famille, on n'augmente pas la quantité, mais le nombre de plats. Les banquets, au contraire, sont composés d'une grande variété de plats qu'on apporte successivement. Donnez-moi un Cheng Yu blanc. Voici le menu du banquet de ce soir qui ne comporte que 10 plats. Potage aux ailerons de requin dans une soupe de poulet de ferme, abalone sauté au jus d'huître, petits pâtés impériaux et délices de langoustine en brochette, perles de crevettes cristal sur lit de crêpe à la sauce saté, soupe fortifiante de serpent aux herbes médicinales, courgettes en sauce brandy, filet de bœuf émincé au brocoli, truite à l'étouffée en sauce croustillante, jeune pousse de bambou à l'ail fondant, potage épais de Madame Song. Pour le potage épais de Madame Song, il faut avoir du jambon fumé de la région de Jinhua. C'est un plat sophistiqué qui va très bien avec le vin de Cheng Yu. J'ai rarement l'occasion de le préparer. On utilise les ingrédients dans un ordre spécifique. J'ai d'abord découpé les filets de poisson en tranches fines que j'émince en lamelles. Il faut aussi des poivrons rouges que j'évide et découpe aussi en lamelles bien régulières. Je fais pareil pour le jambon de Jinhua. Ça y est, les préparatifs sont terminés. Je vais maintenant cuire les lamelles de poisson à la façon sucrée-salée du nord-ouest de la Chine, avec du sel et un peu de glutamate. On doit utiliser le wok, fait tout chinois en forme de chapeau renversé. Ainsi, les aliments cuisent dans très peu de gras. Bien huiler le wok et le chauffer à une température très précise pour que les lamelles de poisson ne collent pas et s'imprègnent de l'assaisonnement. Il faut être rapide et précis pour faire frire les lamelles de poisson. Je vais ensuite les passer pour ôter le gras. Je rectifie le potage avec de l'eau, de la sauce soja et un peu de poivre. J'ajoute ensuite du blanc d'œuf, du vinaigre et une pincée d'amidon. Pour accompagner ce potage de Madame Song, je conseille un vin blanc de Cheng Yu. On préférera un vin rouge de Cheng Yu pour la viande.
Trinquons à la santé de vos familles respectives. Le bon vin doit toujours se partager avec les bons amis. Kambei! 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 On trinque de façon particulière en Chine. Dès qu'on annonce « Kambei », qui peut se traduire par « cul sec », tous les invités doivent lever leur verre et le vider, puis montrer qu'il ne reste rien avant de le reposer sur la table. Pendant le repas, chaque convive important proposera un ou plusieurs kambei par déférence pour un supérieur ou amitié envers un subalterne. Tous les aliments sont yin ou yang. Le yin est représenté par les aliments gras, huileux, épicés. Le yang correspond aux aliments moins riches en calories et plus doux. Leur savante combinaison assure le plaisir gustatif et aide à la longévité. Longévité, c'est le caractère chinois qui vient d'être sculpté par le chef. Bon, on trinque? Nous avons du bon vin. Cul sec. Sur la côte est de la Chine, au sud de Pékin, la cité moderne de Tsingtao. Tsingtao, c'est aussi le nom donné à une marque fabriquée ici et prononcée pratiquement partout dans le monde quand on parle de bière chinoise. C'est tout près de Tsingtao, sur les coteaux de Laoshan, que s'élabore le meilleur vin de Chine, le Huadong. Ici, on ne souhaite pas l'industrialisation à outrance et on n'aime pas parler de quantité. L'histoire du vignoble n'est pas ancienne puisqu'elle remonte à 1985, mais elle est originale. Dès le début, l'entreprise de Hong Kong qui crée le Huadong veut se démarquer de ce qui se fait partout ailleurs en Chine à cette époque. Emplacement du terroir, conduite de la vigne, vin millésimé. Tout est mis en œuvre pour arriver à un niveau de qualité jusqu'alors inconnu dans le pays. Un voyageur de commerce anglais, Michael Parry, investit toutes ses économies dans la société Huadong. Amoureux du bon vin, il produit un vin de grande qualité pour lequel les Chinois ne sont pas préparés et qu'ils ne veulent pas consommer. Il prend alors son bâton de colporteur et parcourt la Chine pour vendre son vin. Certains hôtels 4-5 étoiles acceptent de lui en acheter pour leur clientèle étrangère, mais cela ne suffit pas.
Les pertes sont énormes. Il est contraint de vendre ses parts à sa société mère et devient l'employé de son ex-entreprise. Inlassablement, il continue son œuvre et ne ménage pas ses efforts pour faire apprécier le vin de Huadong. Épuisé, Michael Parry meurt en 1991 à l'âge de 41 ans. Dans les temps reculés, revenant d'un voyage lointain, un sage rapporta du vin. Il parvint jusqu'à cette colline de Laoshan pour se reposer. Il eut envie de goûter ce vin qu'il transportait. Puis, fatigué, il s'endormit. Mais l'arôme de ce breuvage avait attiré 9 dragons qui, intrigués et curieux, voulurent goûter aussi ce breuvage mystérieux. Le vin fit son effet et les dragons enivrés s'endormirent tour à tour près du sage. Depuis lors, on appelle cet endroit la colline aux 9 dragons. Tout ce que vous voyez ici, toute cette colline, c'était une terre vierge il y a 17 ans. Aujourd'hui, c'est le domaine du Huadong. Nous avons déployé tous nos efforts pour planter la vigne dans cette terre difficile. Et dès 1987, nous avons pu produire des vins différents. Nos cépages sont essentiellement français ou en provenance des pays européens. Huadong recherche exclusivement la qualité. Une qualité que les Chinois apprécient petit à petit. Après la disparition de Michael Parry, Huadong a eu à cœur de conserver cette tradition de la différence, car depuis l'origine, on porte ici un regard intéressé sur le système des appellations contrôlées. Au début, le domaine se limite à 3 cépages, le chardonnay, le riesling et le gamay, auxquels s'ajouteront progressivement des cépages supplémentaires. Des cépages expérimentaux ont été plantés en pergola ou en palissage. Ils sont ensuite vendangés et vinifiés séparément pour être étudiés avec une volonté de diversification au service de la qualité. Les vins sont élevés en fût de chêne, 8 mois pour les blancs, 10 mois pour les rouges, avant la mise en bouteille. Aujourd'hui, c'est une gamme de 18 vins qui est proposée au marché national dans une large fourchette de prix. Des vins qui sont millésimés depuis la première récolte du domaine de Huadong en 1986 et qui sont maintenant appréciés en dehors des frontières chinoises, à Hong Kong, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Retour près de Yantai. Ici, des vignes toutes jeunes ont été plantées sur le front de mer, offrant avec la plage un paysage insolite. Le vignoble de Castel Chengyu représente près de 130 hectares. Des vignes plantées au bord de la mer, dont le palissage est soutenu par des poteaux en grès. On trouve sur le domaine le Cabernet Sauvignon, le Chardonnay, le Merlot. Un encépagement dont les Chinois raffolent car ils sont très réceptifs à tout ce qui leur rappelle la France. L'œnologie pour un Chinois, c'est Bordeaux. Le château de Castel Chengyu veut donc répondre à l'attente des consommateurs chinois, dont le goût est en pleine évolution. Mais le domaine souhaite produire une large gamme de vins pour approcher aussi un marché extérieur aux habitudes très différentes. Les châteaux sont faits pour ceux qui les regardent, dit un proverbe chinois.
Le château de Chengyu, inauguré aujourd'hui, est né d'une idée du président de Chengyu qui a fait appel à Castel pour avoir un château dans un vignoble, selon le modèle français. Ainsi est né le château de Castel Chengyu, construit sous le contrôle d'un architecte chinois et avec un sens de la perfection des artisans locaux, notamment pour le travail du marbre et du bois. Après le discours des officiels de Chengyu et de Castel, un lâcher de colombe symbolise la paix, mais aussi l'amitié entre les peuples et entre les deux partenaires. L'œnologie en Chine est toute récente. Bien qu'on ait vu déjà dans les musées que les empereurs consommaient du vin, en fin de compte, c'était des alcools qu'ils consommaient. Donc l'œnologie est toute récente. Donc elle ne répond pas à un besoin qualitatif actuellement, elle répond à un phénomène de mode. On commence à boire par mode. Donc on saute aussi les étapes. On a brûlé l'étape du blanc. Il y a eu le Fresh Paradox qui a été présent, qui a eu une grosse influence. Le consommateur chinois s'est tout de suite réfugié dans les vins rouges. Alors les vins rouges, au départ un peu fruités, puis à tâtons, il vient un peu au vin un peu plus structuré, mais très prudemment, très prudemment. Il n'est pas habitué à ces vins qui les agressent en quelque sorte. Il faut leur faire un peu une certaine éducation. Donc il faut leur faire des vins un peu plus souples, un peu plus fleuris, un peu plus ronds, hein, quelque chose de très joyeux. Castel, c'est la décoration intérieure du château, mais aussi l'implantation du vignoble et le savoir-faire œnologique et vinicole. La première récolte sera vinifiée sur place et élevée en barriques. Des barriques neuves qui attendent patiemment sous le château, dans les caves voûtées en cours de finition. Voilà, le décor est planté, il ne reste plus qu'à faire du vin. La Grande Muraille de Chine, 5800 km de long, 10 mètres de large sur 15 mètres de haut. C'est le plus gigantesque ouvrage de génie militaire au monde. C'est au pied de la Grande Muraille que se trouve le vignoble de Taiche, une ferme de démonstration sur la vigne et le vin, qui est en fait un vignoble et une cave modèle. Seuls subsistent ça et là quelques grappillons. Les vignes ici ont 2 ans, et les premières grappes ont été vendangées en verre pour favoriser l'enracinement. La prochaine étape, c'est l'effeuillage. Puis, on va préparer la taille. Cette année, nous laisserons 2 sarments. Ici, le froid est rude. Alors, avant l'hiver, nous allons tailler à la base pour ne laisser qu'une baguette d'une hauteur de 80 cm. Ensuite, on va la courber et l'enfouir dans le sol. L'année prochaine, au printemps, on la sortira de terre pour palisser les nouveaux rameaux sur fil de fer. Si on fait du bon vin, les Chinois vont boire du bon vin. S'ils font du mauvais vin, c'est le cas à l'heure actuelle, on a du mal à le boire. Il y a même des Chinois qui coupent le vin avec du soda, donc c'est difficile. Le sol, c'est un sol de l'os, et vous avez aussi la grave, ce qui donne un terrain assez étonnant ici, mais qui va apporter beaucoup de choses au niveau du vignoble. Ici, vous avez un pied de Cabernet Sauvignon qui va donner de bonnes choses, et surtout que nous avons des températures assez fraîches la nuit, et donc de l'ordre de 7 degrés durant la nuit, et ensuite durant la journée, l'été, nous montons jusqu'à 35-40 degrés. On commence à parler de notions de terroir, notions aussi d'appellation, et ça peut que pousser à développer la qualité des vins.
Je travaille avec Nicolas à France Tech China. C'est une société sino-française. Ce projet entre les ministères chinois et français est approprié aux besoins de la Chine pour améliorer la qualité des vins, la viticulture et les méthodes de vinification. Il y a 15 ans, j'ai étudié avec Nicolas dans la province du Shandong, à Tsingtao, au domaine vinicole de Huadong. Je suis ici depuis 3 ans. Il y a quelques domaines en Chine où l'on pense surtout à faire de la quantité. Mais ce projet ici est complètement orienté vers la qualité. Vous savez, s'il n'y a pas de qualité, ce n'est pas la peine de faire du marketing. Si on ne fait pas une qualité meilleure, les consommateurs seront déçus. Le vin chinois s'améliore aujourd'hui et de plus en plus de consommateurs sont capables de discerner parmi les vins ceux qui progressent. En Chine, on produit actuellement 250 à 300 hectolitres à l'hectare. Mais au domaine de Taiche, on ne souhaite pas produire plus de 80 hectolitres à l'hectare. Cela augure d'une amélioration significative de la qualité. Première récolte prévue, 2003. Et déjà se profile une cuvée spéciale pour les Jeux Olympiques de 2008. Nous réalisons à l'heure actuelle la ferme vitivinicole qui va démontrer aux Chinois qu'on peut faire du bon vin dans des petites structures. Au milieu des 2 bâtiments, vous aurez une tour de 18 mètres avec un belvédère. On pourra observer le vignoble. Je pense qu'on sera fiers et nos 2 pays seront très fiers de cet accord et de ce projet bilatéral. Le vin français est numéro 1 dans le monde, ça je le sais. La Chine est jeune, même si son histoire est ancienne. Elle a de nombreuses traditions et tout le monde connaît le vin. Mais je pense que dans un avenir proche, on le connaîtra encore mieux. À partir de 1980, la Chine a adopté une politique d'ouverture. De nombreuses associations commerciales franco-chinoises se sont créées. Elles ont apporté leur contribution pour la viticulture et la vinification. Moi, je suis allé en France et j'ai vu des vignerons qui n'ont qu'un hectare et qui font un vin excellent. Mon rêve pour les vignerons d'ici, c'est que même avec un seul hectare, on fasse du bon vin. Alors, on pourra avoir une vie meilleure.